Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Pour ceux qui ont choisi il y a une trentaine d'années d'intégrer le monde de la finance, comme moi, choisir et intégrer un cabinet d'audit revenait à intégrer une entreprise école. Ce début de carrière nous ouvrait tout un tas de possibilités de carrière très très différentes. Et ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est un point. Qu'en est-il tant de temps après ? Où sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce que les promesses se sont trouvées avérées ? Et c'est ce thème que j'ai partagé lundi dernier avec les anciens de mon cabinet et j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui, une édition spéciale sur les professions de la finance. Lorsque nous sommes rentrés dans les Big Four, les Big Five, les Big, je ne sais plus combien à l'époque, en fait, on a fait le choix d'une entreprise qui était une école, une vraie école de vie et une vraie école d'apprentissage. Il pouvait s'agir de l'audit, du légal ou du conseil. En général, les cabinets faisaient les trois. Et cela nous ouvrait tout un tas de choix. Le premier choix, le plus simple, mais pas forcément le plus nombreux à être choisi, était de devenir partenaire et continuer dans la voie du conseil spécialisé, donc en conseil tout court, en légal ou en audit. La deuxième voie, qui a été beaucoup plus choisie par le nombre de personnes qui étaient avec moi dans ma promo, c'était de sortir chez l'un de nos clients. Ça, c'était facile parce qu'on avait quelque part une connaissance d'un secteur, ou d'attendre de se faire recruter à cause d'un savoir-faire particulier qui était notamment cette capacité que nous avions de comprendre une société de l'intérieur et de pouvoir l'analyser pour essayer de comprendre les leviers de rentabilité. En tout état de cause et dans tous les cas, notre avenir était relativement tracé et nous étions absolument sûrs d'avoir fait un bon choix. Aujourd'hui, 15 ans, 30 ans, 20 ans après, la situation est plus compliquée. Pour certaines personnes, tout s'est réalisé, c'est-à-dire qu'ils ont été portés par leur environnement, ils ont fait des choix stratégiques intelligents, ils ont fait ces choix au bon moment, et ils se retrouvent associés dans des cabinets de conseil, des cabinets d'audit ou avocats. Ils se retrouvent dans des postes de direction générale dans de très belles boîtes, et ça, c'est très confortable, enfin, vu de l'extérieur surtout. Pour d'autres personnes, par contre, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et c'est plus compliqué pour deux types de facteurs. D'abord, ce que j'appellerais des facteurs exogènes. Les premiers étant notamment Enron et l'impact que cela a eu sur la profession avec toute la réglementation qui en a suivi. Le fait est que les jobs de partenaires dans les cabinets d'audit, c'est devenu quelque chose de plus complexe et de moins rémunérateur parce que tout simplement ce qu'on appelait les missions spéciales ont plus ou moins disparu et elles ont été données à des cabinets spécialisés qui se sont créés pour l'occasion. Et en fait, les missions récurrentes, qui étaient les missions probablement les moins rémunératrices, sont restées le cœur du business. La deuxième chose, le deuxième facteur exogène, c'est la durabilité de la crise de 2009. La durabilité de cette crise a fait que, quelque part, quand on était rentré dans un cabinet d'audit, l'idée c'était up or out. Mais le out, c'était pas vu comme une sanction, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était vu comme une autre possibilité d'aller faire quelque chose ailleurs, d'utiliser son savoir-faire et d'aller prendre des postes de direction financière, des postes de direction de contrôle de gestion, des postes de trésorier parfois, des postes de controller à l'américaine. Et tout ça pouvait ouvrir à de très très belles carrières. Avec la crise de 2009, quelque part, les postes de partenaires, eux, sont devenus plus compliqués. Et le out est devenu plus compliqué aussi parce que dans les autres entreprises qui
prenaient ou recherchaient ces postes de direction financière, la croissance, effectivement, n'était plus là non plus, et les gens ont moins progressé vers l'avant ou ont moins libéré de place. Donc le out est devenu quelque chose de plus problématique et quelque chose sur lequel les gens ont dû travailler. Donc, en interne ou en externe, ça devenait un peu plus compliqué. La deuxième raison, c'était des facteurs non pas exogènes mais endogènes, c'est-à-dire c'était des facteurs liés à la personnalité de l'employé ou du cadre et à ses contraintes propres lorsqu'ils ont fait leur choix. Soit ils n'avaient pas d'expertise sur un secteur donné, et quand ils sont sortis du monde de l'audit, c'était un peu plus compliqué, parce que quand ils ont voulu se repositionner, on leur disait « Mais monsieur ou madame, vous ne savez rien faire, ou vous ne savez pas faire quelque chose avec une spécialité, donc vous valez moins cher, ou donc vous ne serez pas adaptable dans le monde de l'entreprise. » Dans d'autres cas, on leur disait qu'ils étaient restés trop longtemps dans l'audit et que du coup, ils devenaient des managers d'auditeurs et non pas des managers de personnes de l'entreprise. Et puis troisièmement, dans certains cas, leur poste ou leur secteur avait fait l'objet d'une restructuration, notamment à la suite de la régulation d'Enron. Le constat que je fais ces dernières années et que j'ai fait avec mes clients, c'est que la lisibilité des parcours professionnels de personnes venant de la finance a rarement été aussi difficile. Les gens ne savent pas où ils veulent aller et savent probablement encore moins où ils peuvent aller. L'idée, c'est que les schémas qui ont orienté notre prise de décision il y a 30 ans sont probablement obsolètes aujourd'hui. Si l'on fait un point sur l'itinéraire que ces personnes ont parcouru, on trouve en général 3 types de profils professionnels qui se dégagent. Chacun a ses avantages, heureusement, mais chacun a ses challenges dans l'univers d'aujourd'hui. Le premier profil professionnel que je vois très fréquemment est celui du spécialiste. C'est-à-dire que la personne est devenue spécialiste d'un secteur ou d'un type d'opération financière en étant restant dans un cabinet d'audit ou dans une société qui a fait beaucoup du même type d'opérations. Ça peut être des opérations d'acquisition, dans ce cas-là, ce sera plutôt du M&A. Ça peut être des opérations de divestment, ça peut être des opérations de retournement. Petit à petit, et au fur et à mesure du nombre des années, devenant un spécialiste de son secteur ou de son entreprise, il est devenu relativement cher. Et le problème, quand il arrive en milieu de carrière, c'est qu'il peut paraître relativement cher pour d'autres entreprises, et donc son nombre d'entreprises d'accueil sera relativement limité. J'ai eu ainsi un client qui gagnait extrêmement bien sa vie, et le problème, c'est que les entreprises, il était devenu un directeur financier très technique, les entreprises qui ont pu l'accueillir en France, il y en avait relativement peu, il en a trouvé une, puis une deuxième, et la façon dont il a réussi à résoudre son problème pour pouvoir continuer à assurer son avenir professionnel et l'avenir financier de sa famille, ça a été de partir à l'étranger. Il est parti en Amérique du Nord. Donc ce type de profil peut vous amener à partir à l'étranger pour essayer de trouver des endroits qui, eux, auront besoin du type d'expertise que vous avez et qui seront prêts à le payer parce qu'ils auront une phase de croissance plus forte que la nôtre aujourd'hui. La deuxième catégorie de personnes, ou le deuxième type de profil professionnel que je vois fréquemment, c'est celui des généralistes. Ce profil est en général plus passe-partout. C'est-à-dire que cette personne aura fait un peu de trésorerie, aura fait des opérations financières spécialisées, aura fait du contrôle de gestion, aura fait un peu d'arrêté de compte, aura fait probablement un peu de RH, aura fait de la finance bien sûr beaucoup, aura fait un peu de légal et sera un peu passe-partout et sera un vrai spécialiste ou un vrai directeur administratif et financier de belles ETI. Malheureusement, le profil même de généraliste peut être un challenge. C'est-à-dire que, à partir d'un certain âge, ces gens-là, ces généralistes, vont être mis en concurrence avec des gens qui seront plus jeunes, qui seront moins chers et qui seront capables de travailler un beaucoup plus long nombre d'heures pour prouver ce dont ils sont capables avec un prix restreint.
J'ai ainsi eu pour cliente une dame qui était une généraliste extraordinaire, qui était capable de passer même des écritures comptables, ce que très peu de directeurs financiers sont capables de faire aujourd'hui, qui avait géré et qui avait été le numéro 2 et le bras droit d'une start-up pendant plus de 10 ans. Et son salaire était un très très beau salaire. Elle était actionnaire, elle était très heureuse de son poste et elle n'avait aucunement l'intention de changer. Elle avait trouvé son Blue Ocean. Malheureusement, elle était numéro 1 ou le support de créateur d'une start-up qui avait bien grossi. Et le jour où ces start-upers, donc les inventeurs, ont voulu faire un cash-out et ont voulu revendre leur entreprise, bien évidemment, elle a été revendue avec l'entreprise. Elle a touché un peu d'argent, bien sûr, elle avait des actions, mais elle a surtout eu un poste qui n'avait plus rien à voir dans l'entreprise d'accueil par rapport à celui qu'elle avait dans l'entreprise de départ. Dans l'entreprise de départ, c'était la dame qui résolvait les problèmes. Dans l'entreprise d'accueil, quelque part, elle a été consolidée dans un plus grand groupe et le job qu'on lui demandait de faire était un job de controller, quelque chose qu'on donne à des gens de 30, 32, 33 ans. Et sa société d'accueil lui a expliqué que même si elle gagnait plus de 200 000 euros, son job de demain était un job de 70 000 euros et que donc soit elle acceptait une baisse dramatique de son salaire, soit elle pouvait partir. Donc elle est partie et c'est une situation qu'on retrouve extrêmement fréquemment. Quand elle est partie, il a fallu qu'elle retrouve quelque chose qui était compliqué, c'est-à-dire une start-up ou une société qui était en phase de croissance ou en phase de structuration pour pouvoir à nouveau justifier le salaire qu'elle avait et la phase de recherche a duré plus de 12 mois. Le troisième type de profil professionnel que l'on retrouve chez les financiers, ce sont ceux que j'appelle les hybrides. Ce sont des profils de directeurs généraux ou de présidents dont les sociétés pour lesquelles l'activité principale est complètement liée ou apparentée à la finance. Je parle par exemple de l'immobilier, de l'assurance ou de fonds d'investissement. Cette activité est liée à la finance soit à cause de restructuration sur leur secteur, soit tout simplement à cause de l'activité elle-même de la boîte. Le problème de ces profils hybrides, c'est que ces marchés aussi sont des marchés qui ont subi la crise de 2009 de plein fouet. Alors ils ont eu des périodes de recroissance ou de redécroissance, mais la problématique que rencontrent les gens du monde de la finance qui ont ce profil d'hybride, c'est que ce qu'ils ont fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou il y a ne serait-ce que 10 ans, les conditions de marché étaient complètement différentes. C'était encore des conditions de croissance. Et j'ai ainsi eu un de mes clients qui avait levé un fonds et qui avait géré un fonds pendant plusieurs années et qui me disait aujourd'hui je voudrais faire exactement la même chose. La difficulté c'est que aujourd'hui les fonds de private equity, le marché est un peu fermé ou en tout cas bien occupé et les conditions de marché ou les conditions de levée de fonds ou les possibilités d'investir dans des belles boîtes sont extrêmement différentes de celles qui étaient le cas il y a 10 ans. Donc dans tous les cas, quand vous êtes sorti de la finance, vous vous retrouvez aujourd'hui 10, 20 ou 30 ans après avec des très beaux jobs, mais avec des très beaux jobs dans lesquels les challenges sont présents tous les jours et à peu près tout le temps. Quand vous êtes resté dans les cabinets d'audit, vous pouvez vous dire peut-être c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est exactement la même problématique. Et l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. La problématique de la crise de 2009, c'est qu'on vous a demandé toujours, et la nécessité est de plus en plus impérieuse, de faire toujours plus avec moins de moyens. Personne n'est protégé, personne ne bénéficie plus d'une situation à vie. Si vous êtes resté dans le conseil ou dans l'audit, aujourd'hui et depuis 5 ou 6 ans, on voit des equity partners partir, ce qui était quelque chose de complètement inconcevable lorsque l'on avait commencé à travailler. Et le problématique de ces types de jobs, c'est que vous pouvez dire, ok, un equity partner pourra se recaser dans un cabinet de M&A ou pourra diriger une boîte comme président dans des sociétés qui sont spécialisées financières. En fait, c'est pas toujours le cas. Et les step down dans ce type de job, même si vous dites je veux pas passer partner ou j'en ai assez de travailler énormément, vous pouvez pas dire je vais travailler 40% de moins et je baisse 40% de ma rémunération. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a certains types d'activités, les avocats ou le M&A par exemple,
où vous n'êtes absolument pas maître de vos horaires. La rémunération est liée au fait que vous avez des horaires extensibles et vous aurez des horaires extensibles à peu près toute votre vie. Donc la question de savoir est-ce que je suis bien dans mon entreprise et est-ce qu'il est nécessaire que je change de job, d'écosystème ou tout simplement de carrière est une question qui se pose même pour ces gens qui avaient choisi les entreprises écoles il y a 5, 10, 15, 20 ou 30 ans. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seemed, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. Alors, pour reprendre ce que disait la chanson, The best you ever had, malgré tout, votre avenir n'est pas derrière vous. Vous avez encore une très belle carte de visite, vous avez encore beaucoup de choses à jouer. Par contre, par rapport à ce que vous imaginiez il y a 30 ans, vous ne pouvez pas les jouer au hasard et vous ne pouvez pas les jouer complètement au feeling. Donc l'idée, c'est de savoir comment les jouer et de façon relativement intelligente. Donc, pour savoir comment les jouer, je vais d'abord vous dire comment vous ne devez pas les jouer. Les choses qui reviennent de façon habituelle et que vous ne devez pas faire, la première chose, c'est que vous ne devez pas vous laisser driver par l'émotionnel, soit lorsque vous voulez quitter une entreprise, soit lorsque vous voulez rejoindre une entreprise, ou soit lorsque vous voulez changer de type de carrière. Il y a une véritable différence entre le ras-le-bol temporaire et un état de fait qui consiste à vous dire que vous n'étiez absolument pas fait pour ce métier. Et ce qui va pouvoir vous permettre de faire la différence entre l'un et l'autre, c'est vous ne changez pas de carrière ou vous ne changez pas d'entreprise tout simplement parce que vous avez manqué une promotion de façon répétée. Il faut que vous analysiez pourquoi vous les avez manquées, il faut que vous analysiez qui les a eus, il faut que vous analysiez comment vous auriez pu éventuellement les avoir. Ce n'est qu'après cette analyse que vous pourrez décider si vous restez ou si vous partez. La deuxième chose, toujours le drive de l'émotionnel, c'est que vous ne pouvez pas partir tout simplement parce que vous en avez marre d'avoir servi pour la énième fois de fusible sur un projet, sur un résultat, sur une analyse ou ce type de choses. Vous ne pouvez pas... Le job de servir de fusible, c'est complètement lié à votre statut financier, ça fait partie du job. Le tout est de savoir comment vous allez vous en protéger le plus intelligemment pour en souffrir le moins possible et le moins souvent possible. La troisième chose sur le drive de l'émotionnel, c'est que quoi qu'il ait été à la mode ces dernières années, il n'y a pas de job passion. C'est-à-dire que bien sûr, oui, il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Oui, il faut que vous vous amusiez dans votre job. Mais le job passion, c'est comme l'amour passion, si vous voulez. Ça dure 3 mois, ça dure 6 mois, ça dure 9 mois. Et au bout d'un moment, vous vous retrouvez, vous dites, mais c'est bizarre, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et vous vous retrouvez avec un goût extrêmement amer dans la bouche le lendemain matin. C'est-à-dire que, avant de choisir un job, il faut qu'il y ait une appétence, il faut qu'il y ait une envie, mais il ne faut pas que vous vous laissiez complètement
absorbé et illuminé par une image de quelque chose. Ceci est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de votre argent qui sera investi, parce que les financiers adorent investir leur argent, que ce soit en création d'entreprise, la vôtre ou celle de vos copains, ou en reprise d'entreprise. Donc la première règle, c'est ne pas vous laisser driver par l'émotionnel, surtout si vous êtes financier et que vous n'avez pas l'habitude de l'écouter. La deuxième chose, et ça je vous l'ai déjà dit dans plein d'émissions, mais je préfère encore le répéter parce que c'est très 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 important, c'est qu'on ne cherche pas son job de demain avec les outils d'hier. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas son job de demain avec vos émotions et vos buts d'hier. Si hier ce que vous vouliez c'était avoir du pouvoir pour vous montrer que vous étiez capable de diriger, ou si hier ce que vous vouliez c'était avoir un énorme salaire parce que vous étiez en train de fonder une famille, d'acheter une maison, peut-être que votre but de demain sera différent, peut-être que vous aurez envie d'avoir plus de temps, peut-être que vous aurez envie de vous amuser plus, peut-être que vous aurez envie de prendre du recul, peut-être que vous aurez envie de transmettre. Et si vous passez automatiquement de votre job d'aujourd'hui à votre job de demain en vous rappelant les émotions et les sentiments et ce qui vous mettez en mouvement lors de votre dernière recherche d'emploi, vous avez absolument toutes les chances de vous tromper. Donc je le répète, ne mettez pas à jour votre CV et n'activez pas votre réseau si vous ne savez pas quoi lui demander. La troisième chose, c'est que il ne faut jamais commencer par regarder vos contraintes. Vous êtes des financiers, vous avez l'habitude d'analyser les risques, vous avez l'habitude de compter, vous avez l'habitude de planifier et vous avez l'habitude de dire « non, là c'est trop risqué, j'y vais pas ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous perdiez complètement cette habitude parce qu'elle est très importante. Néanmoins, il faut que vous incluiez en amont la notion d'appétence. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une deuxième partie de carrière ou quand vous sortez d'un job, qui est un job assez rigoureux, même s'il peut être amusant, et que vous allez faire quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, que ce soit dans un nouveau secteur, que ce soit dans une entreprise si vous quittez l'audit, que ce soit dans une nouvelle entreprise, que ce soit dans votre société ou dans une création de société, des difficultés vous en aurez. L'environnement professionnel n'a jamais été plus compliqué pour nous qu'aujourd'hui parce qu'il est sans cesse en train de changer et qu'il utilise des aptitudes demain, on vous le répète dans la presse tous les jours, que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Donc les difficultés, vous en aurez des tonnes. Vous ne pouvez pas prendre un job passion, donc vous allez prendre un job qui vous plaît et dans lequel, une fois qu'il vous plaît ou vous aurez plaisir à faire des choses, à ce moment-là seulement, vous pourrez rajouter les contraintes. Parce que si vous n'avez que la notion de contrainte et que vous faites un job par devoir, ou parce que vous avez besoin d'un tel salaire, ou parce que votre statut, votre femme, votre mari, votre père, votre réseau socio-professionnel vous dit que vous ne pouvez pas faire autre chose qu'avocat, ou que ou que directeur financier, ou que président de boîte, quelque part, vous allez vous épuiser sur des choses extrêmement compliquées, parce que, à force de passer les étapes et les difficultés, vous allez vous dire, mais j'ai plus envie. J'ai plus envie et vous allez vous retrouver dans une sorte de bore-out, ce qui est ce que je suis très très loin de vous souhaiter. Donc, commencez par l'appétence, pas la passion, et ensuite rajoutez les contraintes. La quatrième chose que vous ne devez pas faire lorsque vous changez ou que vous voulez savoir quel est le job que vous allez faire demain, c'est ne pas avoir peur du vide. Le fait d'être sans emploi est quelque chose de particulièrement anxiogène. Et ça, c'est normal. Et vous avez été sans arrêt dans des environnements professionnels qui vous ont boosté. C'est-à-dire que vous étiez en train de gérer des gens, vous étiez en train de gérer des clients, vous étiez en train de gérer des projets, vous étiez en train de gérer des quarters, vous étiez en train de gérer des consos, vous étiez en train de gérer des monthly, vous étiez en train de gérer des tas de choses où la deadline était quelque chose de très important. Et donc, vous n'étiez jamais en train de rien faire. Du jour au lendemain, vous risquez de vous retrouver avec « je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas quel but vous donner ». Et ça, quelque part, même si vous êtes dans une entreprise et que vous avez peur du vide, c'est la chose la plus magique que vous puissiez apprendre à faire. On viendra toujours vous chercher pour ce que vous pouvez apporter à une entreprise et jamais, bien sûr, quand vous êtes en demande. Donc, ne demandez jamais à autrui de vous valider et la gestion du vide, la gestion de la peur du vide fait partie de ce type de process. Quand vous n'aurez plus peur d'être seul, quand vous n'aurez plus peur de vous-même vous donner des buts, des deadlines et des objectifs à atteindre, bizarrement, tout un tas de choses ont commencé à arriver.
La 5e chose, c'est ne pas suivre la mode des médias. Alors, on vous dit aujourd'hui qu'il faut aller dans les startups, qu'il faut aller dans l'économie sociale et solidaire, qu'il faut aller dans les conseils d'administration, que c'est ça la voie, qu'il faut créer sa boîte pour éviter, pour les femmes en particulier, le plafond de verre. Je peux vous dire avec 7 ans d'expérience de repositionnement professionnel pour moi et mes clients, si vous suivez la mode, vous serez en compétition avec toutes les personnes qui la suivent et ce sera très compliqué. Les startups peuvent payer, mais il y en a très peu qui payent bien. L'économie sociale et solidaire, la chose dont vous êtes sûr, c'est que ça va moins payer. Donc vous avez intérêt à être sûr que les gens qui vont vous embaucher ont des valeurs, que ces valeurs sont proches des vôtres et que l'objet de la société est bien conforme à ce que vous voulez faire. Les conseils d'administration, c'est quelque chose que vous pourrez faire en plus, mais ça ne vous nourrira pas, sauf si vous êtes à la retraite. Et créer sa boîte pour éviter le plafond de verre, je peux vous garantir que lorsque vous créez une boîte, vous avez besoin d'un nombre de skill sets qui est absolument incroyable et qu'il est beaucoup plus facile de les apprendre à l'intérieur d'une entreprise qu'à l'extérieur d'une entreprise. Donc, si vous ne faites pas driver par l'émotionnel, cherchez votre outil de demain avec les outils d'hier, regardez d'abord vos contraintes, avoir peur du vide et suivre la mode des médias, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire tout un tas de trucs qui sont très intéressants. La première chose, bien sûr, c'est faire le point sur qui vous êtes et ce que vous voulez véritablement. Vous allez me dire, ça c'est plus difficile ou c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je le dis, je le répète parce que c'est vraiment très important, à partir de 40 ans ou même de 35, les conditions d'exercice de votre travail sont au moins aussi importantes que les tâches que vous accomplissez. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez faire pour réussir dans votre job, c'est que vous allez transmettre. Et pour pouvoir transmettre et pour pouvoir manager, il va falloir que vous ayez envie. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir absolument que vous appreniez à acquérir des nouveaux comportements. Ces nouveaux comportements sont quelque part des comportements qui sont complètement opposés à ceux que vous avez eus pendant toute votre première partie de carrière. On vous a appris à éviter le risque, on vous a appris à ne pas y aller, on vous a appris à contrôler, on vous a appris à planifier. Les compétences à la mode ou les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui pour réussir une transition professionnelle, de job, de secteur, d'écosystème, reprendre une entreprise, créer une entreprise, ce sont celles de l'intrapreneurship, de l'entrepreneurship. Et c'est celles qui vont vous apprendre justement à faire même quand il y a un risque, à faire même quand ça n'est pas parfait, à faire même quand on ne sait pas comment va être demain. Et toutes ces compétences, l'enjeu et le risque, ça va être énorme quand vous allez le faire au moment de la transition ou dans votre nouveau job. Donc à nouveau, essayez de le faire toujours quand vous êtes dans votre environnement professionnel, quel qu'il soit votre environnement actuel, parce que quelque part, l'enjeu et le risque est absolument nul, puisque vous voulez partir. Et numéro 2, vous connaissez l'environnement, donc vous avez plus de levier pour jouer à ça. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est accepter le fait que quelque part vous êtes seul, mais que cette solitude, c'est de la liberté. Et cette liberté se résume à 2 concepts très importants. Le premier, c'est faire le deuil de ce que vous ne serez pas, et que vous ne serez peut-être probablement jamais, sauf certains, c'est-à-dire en opérationnel. Et la deuxième chose, c'est arbitrer en fonction de l'image que vous renverront les autres à l'extérieur et de ce que vous voudrez faire sur les différentes directions dans lesquelles vous allez pouvoir vous engager. Donc, ma conclusion serait, faites le deuil de vos rêves ou du rêve de votre écosystème ou de votre conjoint, arbitrez et trouvez ce que vous avez réellement voulu faire et surtout, soignez la posture, essayez, tentez en analysant le risque après. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain.